Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'électronique de puissance. Dans cette vidéo, nous allons engager avec le chapitre 3 intitulé Redressement monophasé non commandé, simple alternance. Nous allons commencer par une introduction, puis nous allons étudier le redressement monophasé non commandé, simple alternance avec différentes charges. Nous allons commencer avec la charge purement résistive. Après, la charge inductive sans diode de roue libre. La charge inductive RL avec diode de roue libre. Et enfin, la charge RE. Puis, nous allons donner des exercices de consolidation. Introduction. Un redresseur simple alternance monophasé non commandé est un redresseur supprimant les alternances négatives et conservant les alternances positives d'une entrée monophasée à l'aide de la diode. Ce type de redresseur est réalisé en mettant simplement une diode en série avec la charge comme le montre la figure suivante. Voici la figure d'un redresseur monophasé non commandé simple alternance. On a tout simplement mis une diode en série avec la charge. Les redresseurs monophasés simple alternance non commandés conservent la partie positive du signal d'entrée et coupent la partie négative. Leur comportement dépend cependant du type de charge. Nous allons étudier leur comportement avec différents types de charges. Nous allons commencer en petit a avec la charge purement résistive. Une diode parfaite en série avec une résistance pure peut jouer le rôle de redresseur. L'étude des montages redresseurs porte sur la recherche de la forme de tension redressée et le courant redressé, le calcul de la valeur moyenne de la tension de charge, le calcul de la valeur efficace de la tension de charge, le calcul de la puissance, notamment de la puissance de la charge, la puissance apparente, le facteur de puissance, le facteur de forme et le taux d'ondulation. Voici le schéma d'un redresseur à charge purement résistive. Nous avons en alimentation une source de tension VE produisant un courant IE. Ce courant traverse la diode pour aller alimenter une charge R. La tension de sortie c'est VCH qui signifie V charge. Le courant de sortie c'est ICH qui signifie I charge. La tension d'entrée VE est égale à Vmax sinus oméga t, où Vmax est la valeur maximale et oméga est la pulsation, avec θ qui est égal à oméga t. Si θ est égal à oméga t, alors on a VE de θ égale à Vmax sinus θ. Nous allons passer à l'analyse du fonctionnement. On a l'équation, si on regarde, si on lance la maille, en parcourant la maille, on a VE est égal à VD plus VCH. Aussi, IE est égal à ICH. Puisque c'est une charge purement résistive, c'est égal à VCH sur R. Pour θ appartenant à l'intervalle 0π, la diode D est passante. Donc, lorsque θ appartient à l'intervalle 0π, la tension d'entrée VE est supérieure à 0, ce qui entraîne le passage de la diode D,
c'est-à-dire la diode se comporte comme un court-circuit. Donc, VD égale 0. Et en ce moment, on aura, d'après cette équation, on aura V charge égale à VE, puisque VD égale 0. Aussi, on a IE est égal à ICH, qui est égal à VCH sur R. Puisque VCH est égal à VE, on aura donc I charge égale à VE sur R. Là, nous étions à l'alternance positive dans l'intervalle 0 pi. Maintenant, nous prenons l'alternance négative dans l'intervalle pi à 2 pi. À ce moment, VE est inférieur à 0. La diode est donc bloquée. Aucun courant ne circule, cela signifie que I charge égale 0. Si I charge égale 0, alors V charge aussi égale 0. Et si V charge égale 0, on aura VE égale VD, ou alors VD égale VE. Nous allons passer aux formes d'ondes des tensions VCH et VD et du courant ICH. Nous allons tracer le chronogramme. Voici les différents chronogrammes. En bleu ici, nous avons la tension d'entrée VE qui est sinusoïdale. Nous avons vu que c'est égal à VE max sinus θ. Lorsque nous prenons l'alternance positive dans l'intervalle 0 à pi, puisque VE est supérieur à 0, la diode étant passante, on a VD égale 0. C'est pour cela qu'ici, dans cet intervalle, VD c'est 0. Et si VD égale 0, la tension de sortie V charge est égale à VE. Donc voici la tension de sortie V charge est égale à VE. Donc ça a la même forme que VE dans cet intervalle 0 pi. Et le courant qui est en marron, I charge, c'est égal à VE sur R. Puisque R est un réel positif, le courant aura la même forme que la tension. Mais puisque R est peut être différent de 1, l'amplitude sera différente. Voici donc le courant I charge dans l'intervalle 0 pi. Maintenant, dans l'intervalle pi 2 pi, dans cet intervalle, la diode est bloquée. Puisque la diode est bloquée, il y a une tension à ses bornes. Et cette tension VD, on a vu que VD est égal à VE dans cet intervalle. Donc voici VD qui est encore égal à VE dans l'intervalle pi 2 pi. Puisque VD est égal à VE, nous avons vu que la tension de la charge est nulle. Voici donc la tension de charge. V charge égale 0. De même, I charge est aussi égal à 0. Le cycle recommence. Ce qui se passe dans l'intervalle 2π, 3π est similaire à ce qui s'est passé dans l'intervalle 0 à π. C'est-à-dire, nous sommes dans une alternance positive. La sortie V charge est égale à VE, est égale à l'entrée VE. Pendant ce temps, la diode est bloquée. La diode est passante. VD est égal à 0. Nous passons à l'étude quantitative. La valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge. Ayant regardé la figure, on se base sur le chronogramme. La tension borne de la charge n'existe que dans l'intervalle 0 pi. Cependant, la formule générale de la tension moyenne, de la valeur moyenne d'une tension est 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi VCH de θ dθ. Or, VCH de θ n'est différent de 0 que dans l'intervalle 0 pi. Et dans cet intervalle, VCH de θ est égal à VE.
Alors, on a VCH moyen est égal à 1 sur 2 pi intégrale de 0 à pi de VE de θ dθ. Or, VE de θ, la tension d'entrée c'est VE max sinus θ. On aura donc VC moyen est égal à 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi de VE max sinus θ. La primitive de sinus étant moins cosinus, on a VE max sur 2 pi facteur à moins cosinus θ allant de 0 à pi. En remplaçant θ successivement par pi et par 0, on a VE max sur 2 pi facteur à moins cosinus pi plus cosinus 0. Or, cosinus pi c'est moins 1, avec ce moins devant, ça fait 1, et cosinus 0 c'est 1. Cela signifie qu'on aura la valeur moyenne de la tension de charge, de la tension de sortie sera VE max sur 2 pi, facteur à 1 plus 1 qui donne 2, les deux se simplifient. On a donc VCH moy est égal à VE max sur pi. On peut déterminer aussi la valeur moyenne du courant de charge, IC moy. De la même façon, on a IC moy est égal à VC moy sur R. Cela permet d'avoir IC moy est égal à VE max sur pi R. Puisqu'on a remplacé VC moy, la valeur moyenne de la tension de charge par son expression qui était VE max sur pi. On aura donc VE max sur pi R. La valeur efficace de la tension aux bornes de la charge, c'est VE efficace au carré. D'abord, on calcule d'abord VE efficace au carré. C'est égal à 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi de VCH au carré de θ dθ. Ici, c'est la formule générale. On va donc remplacer, puisque VCH, nous avons vu tantôt que c'était égal à VE dans l'intervalle 0 pi et 0 dans l'intervalle pi 2 pi. Donc, VCH efficace au carré est égal à 1 sur 2 pi intégrale de 0 à pi de VE au carré de θ dθ. En remplaçant VE au carré par son expression, on aura donc 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi de VE au carré et VE max au carré sinus carré θ dθ. Pour intégrer le sinus carré, il faut linéariser. Or, nous savons que sinus carré θ est égal à 1 moins cosinus 2θ sur 2. En remplaçant donc sinus carré θ par son expression, on a l'intégrale qui donne VE max au carré sur 4 pi, facteur à θ, qui est la primitive de 1, moins 1 demi sinus 2θ, allant de 0 à pi. En remplaçant θ successivement par pi et par 0, on obtient finalement VCH efficace au carré est égal à VE max au carré sur 4. On a donc VCH efficace est égal à VE max sur 2. Nous pouvons aussi déterminer la valeur efficace du courant. La valeur efficace du courant ICH efficace au carré, c'est égal à VCH efficace au carré sur R carré. Donc, ICH efficace est égal à VCH efficace sur R, qui donne VE max sur 2R. Nous sommes toujours dans la charge purement résistive. Nous allons voir maintenant le facteur de forme. Le facteur de forme est noté grand F. C'est égal à la valeur efficace de la charge, de la tension de charge sur la valeur moyenne de la tension de charge. En remplaçant la valeur efficace de la tension de charge par son expression, c'est-à-dire VE max sur 2, et la valeur moyenne de la tension de charge par son expression, c'est-à-dire VE max sur pi, on obtient un facteur de forme égal à pi sur 2, qui est égal à 1,57. Il est à noter que plus le facteur de forme F
tend vers 1 plus la tension redressée V charge peut être considéré comme continu. Ici, le facteur de forme est très grand, 1,57. Donc, le redressement simple alternance, bien sûr monophasé, ne permet pas d'avoir une tension qu'on peut déjà qualifier de continue. On peut aussi évaluer en termes de taux d'ondulation le degré de redressement. Le taux d'ondulation noté taux est défini comme la racine carrée du facteur de forme au carré moins 1. C'est-à-dire, pour notre cas, racine carrée de 1,57 au carré moins 1. Ce taux d'ondulation s'exprime en pourcentage. On obtient 1,21%. Il est aussi à noter que plus le taux d'ondulation tend vers 0, plus la tension redressée peut être considérée comme continue. Nous allons passer à d'autres calculs, notamment la tension maximale supportée par la diode. Nous avons vu que la tension de la diode était la tension d'entrée dans l'alternance négative et était nulle dans l'alternance positive. Cela signifie que la tension maximale supportée par la diode est encore égale à la tension maximale d'entrée. VD max est égal à VE max. La puissance active moyenne de la charge. Dans la puissance active ou puissance moyenne de la charge. P charge. La formule c'est 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi de P de θ dθ. Avec P de θ égale à V CH de θ I CH de θ. En remplaçant VCH et ICH par leur expression, on a P CH de θ égale à 1 sur 2 pi VE max sinus θ qui est VCH dans l'intervalle 0 pi multiplié par VE max sinus θ sur R qui est ICH dans l'intervalle 0 pi dθ. On a VE max fois VE max, cela donne VE max au carré. Sinus θ fois sinus θ, on aura sinus carré θ. Et on fait sortir le R de l'intégrale. On a donc 1 sur 2 pi R, intégrale de 0 à t sur 2, ou alors à pi, de VE max au carré sinus carré θ dθ. On va encore linéariser la fonction sinus carré, ce qui nous permet après intégration d'avoir P charge égale VE max, c'est-à-dire la puissance active, est égal à VE max au carré sur 4R, qui est encore égal à R fois I efficace de charge au carré. La puissance apparente S est définie comme la valeur efficace de la tension d'entrée multipliée par la valeur efficace du courant de charge. On aura donc S est égal à VE max sur racine de 2 multiplié par VE max sur 2R. Ce qui permet d'avoir VE max sur 2R racine de 2. Le facteur de puissance FP, c'est égal à la puissance active sur la puissance apparente, c'est-à-dire P chargé sur S. Ce qui permet d'avoir, en remplaçant P chargé S par leur expression, ce qui permet d'avoir facteur de puissance égal à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 0,7. Nous passons à une autre charge, c'est-à-dire la charge inductive. Nous allons commencer avec le montage sans diode de roue libre. Voici le schéma où nous avons une tension d'entrée VE et la charge constituée d'une résistance R et d'une inductance L. Le courant d'entrée est IE ou alors IS, S pour dire source. Et le courant de la charge est ICH. La tension bonne de la diode est VD. La charge résistive est remplacée donc par une charge à caractère inductif
composé d'une résistance R en série avec une inductance L. Les électroaimants ou les machines à courant continu sont des exemples des charges RL. Analyse du fonctionnement. On a les équations. Ou alors on a l'équation en parcourant la maille. VE est égal à VD plus VCH. C'est ce qui permet d'avoir VCH égal à VE moins VD. On a aussi, au niveau de la charge uniquement, V charge égale R I charge plus L D de I charge sur DT. L D de I charge sur DT, c'est la tension aux bornes d'une bobine. Si nous posons θR, l'angle pour lequel le courant dans l'inductance est maximal. Bien sûr, θR appartient à l'intervalle 0, pi. Et nous posons aussi θF, l'angle pour lequel le courant dans l'inductance est nul. Bien sûr, θF appartient à l'intervalle pi, 2pi. Alors, nous allons étudier le fonctionnement dans différents intervalles. Nous allons d'abord commencer avec l'intervalle, le grand intervalle 0 à θF, c'est-à-dire θ appartenant à l'intervalle 0 à θF. Bien sûr, nous savons que θF est supérieur à pi. θ appartenant à l'intervalle 0 à θF, nous allons encore casser cet intervalle en différents sous-intervalles. Pour θ appartenant à l'intervalle 0 à θR, bien sûr, θR est inférieur à pi. Nous sommes dans l'alternance positive, c'est-à-dire la diode conduit naturellement. VE est supérieur à 0. Puisque la diode est conductrice, VD est égal à 0. Ce qui signifie que la tension de charge est égale à la tension d'entrée. Et aussi, la tension aux bornes de l'inductance est supérieure à 0. On a D, ICH, DT supérieur à 0. Donc, le courant augmente dans la bobine. À ce moment, on parle de charge de la bobine. La bobine emmagasine de l'énergie. La bobine se charge. La bobine va se charger jusqu'à une valeur où le courant est maximal. Cette valeur est obtenue à θ égale à θR. Donc à θ égale à θR, le courant est maximal. Le courant étant maximal, la dérivée du courant par rapport au temps est égale à 0. À ce moment, la tension de charge, ou bien déjà la tension aux bornes de la bobine, est nulle, puisque la tension aux bornes de la bobine est fonction de la dérivée du courant. Cette tension étant nulle, la tension de charge se réduit à RIC, ICH. On a donc VCH égale à RICH. Ceci implique que ICH est égal à VCH sur R. Ou alors, puisque VCH c'est encore VE, VE sur R. Pour θ appartenant à l'intervalle θR à pi, nous sommes toujours dans l'alternance positive. La diode conduit toujours de façon naturelle. VE est toujours supérieur à 0. Puisque la diode est passante, VD est toujours égal à 0. VCH est égal à VE. Cependant, dans cet intervalle, puisque le courant a déjà atteint une valeur maximale, le courant va commencer à décroître, c'est-à-dire la dérivée du courant par rapport au temps est inférieure à 0. Le courant ICH décroît dans l'inductance qui se décharge progressivement. Donc, dans cet intervalle, la bobine commence à se décharger, c'est-à-dire l'intervalle θR à pi, la bobine commence à se décharger. Pour résumer cette partie, dans l'intervalle 0 à θR, la bobine se charge. Le courant croît. Le courant va croître jusqu'à une valeur maximale. Cette valeur maximale est atteinte pour θ égale à θR. Et lorsqu'on dépasse θR,
c'est-à-dire de θ R à pi, le courant commence à décroître, c'est-à-dire la bobine commence à se décharger. Mais dans ces intervalles, nous sommes toujours à l'alternance positive et la diode a une conduction naturelle, VD est égal à 0. Nous passons maintenant dans l'intervalle pi à θf, donc θ appartenant à l'intervalle pi à θf. Nous sommes dans l'alternance négative, VE inférieur à 0. Puisque VE est inférieur à 0, la diode est censée se bloquer. Mais cependant, si la diode se bloque, le courant dans la bobine, n'étant pas encore nul, pourrait entraîner une surtension à cause du fait que la valeur de la tension au bord de la bobine est liée à la variation du courant. Il ne faudrait donc pas une variation brusque du courant. Dans ce cas, il faudrait d'abord que la bobine se décharge complètement avant que la diode avant que la diode se bloque. Et pour cela, la bobine doit forcer la diode à conduire. On parle de conduction forcée, le temps de se décharger. Cette conduction forcée intervient donc dans l'intervalle pi à θf. On a donc, dans cet intervalle, la diode est passante mais en conduction forcée. VD est toujours égal à 0. Et si VD est égal à 0, VCH est égal à VE. Puisque la bobine est en train de se décharger, la tension est négative, c'est-à-dire la tension étant négative, c'est-à-dire aussi la variation du courant est négative. Le courant ICH continue à décroître dans l'inductance qui continue à se décharger jusqu'à ce que le courant s'annule à la position θ égale à θf. Nous avons défini θf comme l'angle pour lequel le courant s'annule dans la bobine, alors que θr était l'angle pour lequel le courant est maximal. Maintenant, pour θ appartenant à l'intervalle θf à 2π, la diode D est bloquée. Donc là maintenant, puisque la bobine est complètement déchargée, il n'y a plus conduction forcée. Et dans cet intervalle, puisque nous sommes dans l'alternance négative, alors la diode est donc naturellement bloquée. La diode étant bloquée, aucun courant n'arrive à la charge. I charge égale 0. Si I charge égale 0, cela signifie que R I charge égale 0 et D de I charge DT égale 0. Cela signifie que la tension de charge est nulle. Et si la tension de charge est nulle, VD est égal à VE. Voici le chronogramme des différentes grandeurs. Comme nous l'avons dit tantôt, dans ce chronogramme, θr est la tension, du moins la position, l'angle pour lequel le courant est maximal dans la bobine. Donc l'angle pour lequel le courant atteint une valeur maximale. Et θf est l'angle pour lequel le courant s'annule. La première courbe est la courbe de VE. On voit donc une courbe sinusoïdale qui est égale à VE max sinus θ. Deuxième courbe, c'est la courbe de sortie VCH. Troisième courbe, c'est pour le courant. Et quatrième courbe, c'est pour la diode. Pour interpréter ces courbes, lorsqu'on se base sur... Je vais commencer avec les tensions, la tension de sortie. Nous sommes en alternance positive. On a vu que VCH copiait tout simplement VE, quel que soit l'angle. Donc, VCH est égal à VE. Mais pour le courant croît jusqu'à θr, qui est une valeur maximale, qui est la valeur pour laquelle le courant atteint son maximum. Puis, de θr à θf, on peut dire ici,
le courant commence à décroître. Le courant décroît jusqu'à s'annuler à θF. Recommence encore à 2π, croît jusqu'à 2π plus θR, puis décroît jusqu'à θF. Pendant ce temps, la diode reste bloquée. La diode est bloquée normalement dans l'alternance. La diode est conductrice, c'est-à-dire la tension est nulle. La diode est conductrice à alternance positive, jusqu'à de 0 à π. Et conduit de façon forcée de π à θF. Pendant ce temps, de π à θF, la tension aux bornes de la bobine est négative. Et le courant aussi, du moins sur la tension de charge est négative. Voici donc cette tension de charge appartenant à la zone de conduction forcée. La diode commence à conduire, du moins la diode arrête de conduire, est bloquée à partir de θF lorsque le courant s'annule dans la bobine et que nous sommes à l'alternance négative. Donc voici le chronogramme de VE, de VCH, de ICH et de VD. Nous allons passer à la charge inductive RL avec diode, du moins à l'étude quantitative de la charge inductive RL sans diode de roue libre. Nous allons passer à l'étude quantitative. Nous allons commencer par la valeur moyenne de la tension au borne de la charge. Cette valeur moyenne est 1 sur 2π intégrale de 0 à 2π de V charge de θ sinus θ. Or, nous avons vu que cette valeur moyenne, du moins dans l'intervalle 0 à θF, VCRH est égal à VE, puisque c'est l'intervalle où la diode conduit, même si une partie est en conduction forcée. On a donc 1 sur 2π intégrale de 0 à θF de VE de θ dθ, qui va donner 1 sur 2π intégrale de 0 à 2π à θF de VE max sinus θ dθ. Lorsqu'on intègre ceci tout simplement, on obtient VE max sur 2π facteur à 1 moins cosinus θF. La valeur moyenne du courant de charge ICH moy est égal à VCH moy sur R, c'est-à-dire VE max sur 2π R facteur à 1 moins cosinus θF. Sans la diode de roue libre que nous venons d'étudier, le courant qui est déphasé de la tension, on a bien vu que les deux n'étaient pas alignés comme dans le cas d'une charge purement résistive. Donc le courant qui est déchargé, qui est déphasé de la tension, va poursuivre son passage à travers la diode même si la tension de la source devient négative. La diode est polarisée en inverse. On parlait de conduction forcée. Cela va provoquer l'apparition d'une tension négative aux bornes de la charge. Naturellement, la tension négative va apparaître aux bornes de la charge. Vu que le courant est en train de décroître, la variation est donc négative. La résistance, aux bornes de la charge. La valeur moyenne de la tension de charge va donc diminuer par rapport au cas où on avait une charge purement résistive. Ce n'est que normal. Actuellement, si il y a les parties positives, il y a les parties négatives dans la valeur de la tension de charge. Cela signifie que la valeur moyenne va diminuer par rapport au cas d'une charge purement résistive où toutes les tensions étaient uniquement positives à la charge. Si la valeur moyenne diminue, cela signifie que les performances du système vont devenir médiocres. Donc, en absence de diode de roue libre pour une charge RL, c'est-à-dire si on branche un moteur qu'on continue ou un électroaimant, le système va présenter des performances très médiocres, des performances médiocres.
Et on peut le voir ici. Au lieu d'avoir VE max 2 pi, on a VE max 2 pi facteur 1 moins cosinus θ f avec cette valeur-ci qui ne peut pas être égale à 1. Pour éviter l'apparition de la tension, des tensions négatives aux bornes de la charge, il faut placer une diode de roue libre DRL en parallèle avec cette charge. Donc nous allons placer une diode de roue libre pour que la bobine puisse se décharger dans cette diode de roue libre au lieu de provoquer une conduction forcée. Nous allons donc passer au prochain montage avec charge résistive RL, charge inductive RL et diode de roue libre. Voici le schéma du montage. On a bien la tension d'entrée VE, le courant IE, la charge RL, la diode de redressement D avec sa tension VD, le courant de charge ICH, la tension de charge VCH. Cette fois-ci, nous avons ajouté une diode de roue libre DRL montée en cathode commune avec la diode de redressement. Ainsi, les deux ne peuvent pas conduire au même moment. Une diode de roue libre fournit un chemin pour la continuité du courant de la charge inductive pendant un demi-cycle négatif et de tension d'entrée. Ainsi, il lisse la charge et améliore le facteur de puissance d'entrée. La diode de roue libre DRL se met à conduire dès que la tension au bornes de la charge devient négative. Pendant la conduction DRL, l'inductance fournit à la résistance de l'énergie précédemment emmagasinée sous forme électromagnétique. Donc, à l'alternance positive, l'inductance se charge à travers la diode de redressement et à l'alternance négative, la diode de redressement se bloque et l'inductance se décharge à travers la diode de roue libre. Analyse du fonctionnement. On a comme équation VE est égal à VD plus VCH. Nous sommes dans la loi des mailles. VCH est donc égal à VE moins VD. Aussi, ICH est égal à IDRL plus IE. Donc, nous sommes dans la loi des nœuds. Le courant de sortie est égal à la somme du courant d'entrée plus le courant de la diode de roue libre. Donc, pour θ appartenant à l'intervalle 0 pi, là, nous sommes à l'alternance positive. La diode est passante naturellement, bien sûr. Et la diode de roue libre est bloquée. D est passante, DRL bloqué. VD donc égale à 0, puisque D est passante. Et IDRL égale aussi à 0, puisque DRL est bloqué. Ceci permet d'avoir, d'après l'équation ci, puisque VD égale à 0, ceci permet d'avoir VCH égale à VE. Et en termes de courant, puisque IDRL égale à 0, on aura ICH égale à IE. On a donc l'équation globale au niveau de la charge. D'abord, RICH plus LDICH dt égale à VCH. Or, VCH est égal à VE et VE est égal à V max sinus θ. On a donc RICH plus LDICH dt égale à V max sinus θ. Dans l'intervalle pi à 2pi, nous sommes à l'alternance négative, la diode est bloquée. La diode D de redressement est bloquée. La diode de roue libre est passante. À ce moment, l'inductance qui avait emmagasiné de l'énergie dans l'intervalle 0pi se décharge à travers la diode de roue libre. VDRL égale 0, IE égale 0, VCH égale 0, ce qui permet d'avoir RICH plus L DI sur DT égale 0. Nous avons le chronogramme. Nous avons les différents chronogrammes pour une charge RL avec diode de roue libre.
En bleu, sur la première figure, nous avons la tension d'entrée VE. Et en rouge, nous avons le courant IE. Dans l'intervalle 0π, il y a charge du courant, il y a charge de la bobine. Le courant croît jusqu'à θr. On avait vu que ça atteint une valeur maximale, quelque part à θr, puis ça commence à décroître. Cependant, lorsqu'on atteint pi, puisqu'il y a diode de roue libre, comme il y a diode de roue libre, la diode principale D se bloque. Et si la diode principale D se bloque, aucun courant, le courant IE ne traverse plus la diode principale D. C'est pour cela que le courant s'annule. Pour la charge, la tension de charge, dans l'intervalle 0π, nous sommes à alternance positive. V charge est égal à VE. On a donc cette courbe en bleu. Dans l'intervalle pi 2π, à alternance négative, V charge est égal à 0. Quant au courant, dans l'intervalle 0 à pi, il y a charge de courant, il y a charge de la bobine. La bobine emmagasine de l'énergie, puis se décharge dans la diode de roue libre dans l'intervalle 0 à 2π. Mais cependant, ça n'atteint pas, comme ça se décharge très rapidement, ça va se décharger avant que 2π ne soit atteint, c'est-à-dire de pi à θf. Donc, la bobine se charge jusqu'à atteindre son maximal à θr et se décharge jusqu'à θf. θf appartenant à l'intervalle pi à 2π. Et le cycle recommence. On peut remarquer que l'inductance, elle s'oppose aux variations du courant ICH. Elle lisse le courant. Si on donne L une valeur suffisante, le courant dans la charge, elle devient ininterrompu. C'est le régime de conduction continue. Donc si elle est très grande, lorsque il y aura charge, la décharge va arriver jusqu'à ce niveau et se recharger donc. Ce qui fait que θf sera étiré jusqu'à 2π. Nous pouvons aussi remarquer que la forme d'onde de la tension de charge dans une charge inductive RL avec diode de roue libre est équivalente à la forme d'onde pour une charge purement résistive. Nous passons à la charge RE. Voici notre système. Donc pour une charge RE, la tension d'entrée est VE toujours égale à V max sinus θ. La tension de sortie, ici c'est VS, sera égal à E plus RI. VS, en appliquant la loi des mailles, VS est égal à VE moins VD. Cela signifie que VD est égal à VE moins VS. Et I est encore égal à ID, courant de diode. Nous posons θ1, l'angle de début de conduction de la diode, et θ2, l'angle de fin de conduction de la diode. Analyse du fonctionnement. Pour θ appartenant à l'intervalle 0 à θ1, on a VE est inférieur à E, c'est-à-dire à la force électromotrice ou à la force contre-électromotrice au niveau de la charge. Si VE est inférieur à E, cela signifie que la diode est bloquée, puisque la tension à l'anode sera inférieure à la tension à la cathode. La diode est bloquée. La diode étant bloquée, I donne 0. Le courant de diode est 0. La tension de sortie VS qui est égale à E plus RI, I étant égal à 0, on aura VS égale E. Et VD, puisque VS égale E, on aura donc VD égale VE moins VS, c'est-à-dire VE moins E. Pour θ appartenant à l'intervalle θ1, θ2, θ2 étant l'angle de fin de conduction de la diode, on a
VE est supérieur à E, la diode D conduit. Puisque la tension à l'anode est supérieure à la tension à la cathode, la diode conduit. La diode étant conductrice, VD égale à 0. On a VS est égal à VE. Si VS est égal à VE, alors on a I est égal à VS moins E sur R. Pour θ appartenant à l'intervalle θ2, 2π, on aura encore VE inférieur à E, c'est-à-dire tension à l'anode est inférieure à tension à la cathode. La diode sera encore bloquée et on revient au premier cas, c'est-à-dire I est égal à 0, VS est égal à E, VD est égal à VE moins E. Nous passons aux formes d'onde. Voici la forme d'onde pour une charge RE. Voici θ1, l'angle de conduction, de début de conduction, θ2, l'angle de fin de conduction. Donc, voici E, cette droite-ci, c'est la force électromotrice ou alors force contre-électromotrice. La tension d'entrée est supposée commencer à 0, monter, puis descendre, passer par pi, descendre, remonter. Le point de rencontre entre E et la tension d'entrée, VE. Le premier point de rencontre, c'est θ1, qui est l'angle de début de conduction. Et le deuxième point de rencontre, c'est θ2. Donc, dans l'intervalle 0 à θ1, si on remarque, on va voir que normalement, VE est inférieur à E. La diode est bloquée. À ce moment, on a vu que la tension de sortie est égale à E. Et dans l'intervalle θ1, θ2, VE est supérieur à E. La tension à l'anode est supérieure à la tension à la cathode. Dans ce cas, la tension de sortie est égale à VE, c'est-à-dire qu'à la tension d'entrée. Puis dans l'intervalle θ2 à 2π, on a la tension d'entrée inférieure à grand E. La diode étant bloquée, V, tension de sortie est égale à E. On a donc cette tension de sortie ici. De même, au niveau du courant, on a le courant n'est positif que lorsque la diode conduit, c'est-à-dire dans l'intervalle θ1, θ2. Voici ce courant. On a vu que c'était égal à VE moins E sur R, avec VE qui a pour valeur maximale VM, c'est-à-dire VM moins E sur R est la valeur maximale du courant. Dans l'intervalle, bien sûr, θ1, θ2. Le même phénomène va se reproduire à 2π plus θ1 et jusqu'à 2π plus θ2. On a donc cet angle de conduction qu'on appelle alpha. Quant à la diode étant bloquée dans l'intervalle 0 à θ1, il existe une tension. Pour trouver cette tension, du moins c'est là où la diode commence, on va donc poser, on sait que VD est égal à VE moins E. Pour VE égale 0, on a VD est égal à moins E. C'est ce moins E là. Et pour VD, pour VE égale E, du moins pour VE égale 0, on a VD égale à moins E. Pour VE égale E, on a VD égale 0. Donc, voici la diode est conductrice là. Dans cet intervalle, la diode est bloquée à ce niveau, dans l'intervalle 0 à θ1. Dans cet intervalle, la diode conduit, ce qui signifie que on a un court-circuit, la tension est nulle. Puis la diode recommence à conduire à partir de θ2 jusqu'à 2π plus θ2. Du moins, la diode est bloquée encore de θ2 jusqu'à 2π plus θ2. La diode étant bloquée, il y a une tension à ces bornes. Et la tension à ces bornes atteint la valeur maximale lorsque VE est égal à moins VM. Dans ce cas, VD est égal à moins VM moins E. Déterminons
les angles θ1 et θ2, c'est-à-dire les angles de début et de fin de conduction de la diode. D commence à conduire à VE égale à E. Lorsque VE égale à E, D commence à conduire. C'est-à-dire lorsque θ est égal à θ1. On a donc VM sinus θ1 est égal à E. Puisqu'on a dit que VE égale à E. On peut tirer θ1 qui donne sinus moins 1 de E sur VM. De même, θ2 est égal, du moins à partir de cette figure, on peut voir que θ2 est égal à pi moins θ1. L'angle de conduction alpha est égal à θ2 moins θ1, qui donne donc pi moins 2 θ1. En étude quantitative, la valeur moyenne de la tension borne de la charge, Vs moy, c'est égal à 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi de Vs de θ dθ. Or, nous savons que Vs peut être décomposé. Du moins, nous avons vu que dans l'intervalle 0 à θ1, Vs donnait E. Et de θ1 à θ2, Vs donnait Ve. C'est-à-dire là où la diode est bloquée. Là où la diode est passante, tant pour moi. Et de θ2 à 2 pi, Vs donnait encore E. C'est-à-dire la diode est bloquée. La diode étant bloquée dans l'intervalle 0 à θ1, union θ2 à 2 pi. Dans ces intervalles, la tension de sortie est égale à E. Et la diode est passante dans l'intervalle θ1, θ2. Dans cet intervalle, la tension de sortie donne Ve qui est égal à V max sinus θ. En intégrant cette expression, on obtient la valeur moyenne de la tension de sortie égale E plus 1 sur 2 pi facteur à E facteur à 2 θ1 moins pi plus 2 Vm cosinus θ1. On peut aussi déterminer la valeur moyenne du courant de charge IS moy qui est égal à Vs moy moins E sur R. On obtient 1 sur 2 pi R facteur à E facteur à 2 θ1 moins pi plus 2 Vm cosinus θ1. La valeur efficace de la tension aux bornes de la charge. On effectue le même calcul en utilisant les formules de la valeur efficace aux bornes de la charge. En utilisant les formules de la valeur efficace des tensions, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 à θ1, union θ2 à 2 pi, la diode étant bloquée, Vs est égal à E. On aura donc, puisque nous travaillons le carré, ça sera E carré. Et dans l'intervalle θ1, θ2, Vs est égal à Ve. Ve au carré, c'est Vm max sinus carré θ. Nous allons linéariser l'expression de sinus carré θ et intégrer. En intégrant, on obtient donc cette expression-ci comme valeur efficace de la tension des charges. De la même façon, on peut aussi obtenir la valeur efficace du courant donnée par cette expression. Je vous invite à essayer d'intégrer. L'intégration n'est pas difficile. Nous allons passer aux exercices de consolidation. Vous mettez une pause à la vidéo et vous résolvez ces exercices. Si vous avez des difficultés, posez-les en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.